Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale Fête du Trône. Zoom aujourd'hui sur le volet international des 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ou en d'autres termes, comment le souverain a redéfini la diplomatie marocaine avec les nouveaux rapprochements et la consolidation de liens avec les partenaires historiques. La diplomatie marocaine sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous en parlons ce soir en compagnie de nos invités. Drissa Issaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, analyste politique, consultant auprès de Médien TV. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Également sur le plateau pour en parler à Aziz Saïdi, directeur de la rédaction de la Tribune Afrique. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci, bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Hafid Boutaleb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc expert en relations internationales et cofondateur de l'association Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Bienvenue à vous aussi. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, messieurs. Alors avant de commencer cette discussion, je vous propose de suivre cet encadré préparé par Zineb Messari. Durant ces 2 dernières décennies, la diplomatie marocaine s'est considérablement renforcée sur la scène internationale. Le Maroc est vu comme un acteur crédible et qui fait entendre sa voix sur les grands dossiers mondiaux. Sous la conduite du roi Mohamed VI, la plus grande réussite du Maroc sur le plan diplomatique reste incontestablement le retour triomphal du royaume à l'Union africaine le 30 janvier 2017, et ce après 33 ans d'absence. Ce retour permet aujourd'hui de renforcer l'institution panafricaine et d'ancrer le Maroc sur la scène continentale. La création en janvier 2018 d'un ministère délégué chargé de la coopération africaine contribue à valoriser la coopération multiforme entre le Maroc et les pays africains frères. Un partenariat jamais rompu, même pendant l'absence du Maroc de l'Union africaine, avec la signature de près d'1 millier d'accords bilatéraux. Aujourd'hui, le Maroc est le 2e investisseur africain et les entreprises du royaume sont présentes dans presque toutes les régions d'Afrique. Avec le monde arabe, les relations restent étroites, notamment avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Le Maroc soutient les initiatives arabes. Mais la priorité de l'action diplomatique dans le monde arabe reste la cause palestinienne. Sur ce dossier, le Maroc, qui préside le comité d'Al-Quds, mène plusieurs actions pour la préservation du statut de la ville sainte. D'ailleurs, lors de la visite en fin mars 2019 du pape François au Maroc, l'appel d'Al-Quds a été signé par le roi Mohamed VI et le souverain pontife en ce sens. S'agissant du voisinage marocain, le royaume bénéficie depuis 2008 du statut avancé au sein de l'Union européenne, un partenariat riche et varié, unit aujourd'hui le Maroc et l'Union européenne sur plusieurs plans. De même, le Maroc entretient un partenariat stratégique avec les États-Unis en plus d'un accord de libre-échange. Mais le Maroc ne se contente pas d'entretenir de bonnes relations avec ses partenaires traditionnels. L'ouverture sur la Russie, la Chine et l'Inde figurent parmi les nouveautés de l'action diplomatique du Maroc ces dernières années avec les voyages officiels du roi Mohamed VI dans ces pays en 2016. Les relations se renforcent également avec l'Amérique du Sud et cela se constate par la multiplication des retraits de reconnaissance de la pseudo-rade dans ces pays traditionnellement acquis à la cause du mouvement séparatiste. Donc, comme on vient de le suivre dans cet encadré de Zineb Messari, il y a plusieurs étapes donc, pour discuter cette nouvelle diplomatie marocaine sous le règne du souverain. Et cette phrase qui est un souvenir pour chaque Marocain, il est bon le jour où l'on rentre chez soi après une longue absence, messieurs. Aziz Saïdi. Tout à fait, c'est des mots qu'on voit qui sont empreints d'émotion, puis ils concrétisent quand même un moment historique, parce qu'après plus d'une trentaine d'années, le Maroc revenait dans l'agora africaine et les mots de Sa Majesté à cette occasion-là, on voyait que c'était des mots qui étaient destinés bien sûr à ses pairs africains, mais aussi au peuple marocain et c'était vraiment empreint d'émotion. Il faut dire que ça vient concrétiser quand même une inflexion stratégique qui date de quelques années avec
déjà dans la première décennie du règne du roi Mohamed VI, une vraie épopée africaine au sens des entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la banque, des assurances, des télécoms, des transports, BTP et plus encore. Mais cette profondeur continentale a été aussi, cette profondeur continentale d'un point de vue économique, a été couronnée par l'aspect politique avec le retour dans les instances panafricaines. Et depuis, le Maroc et Sa Majesté en particulier prend le lead sur un certain nombre de dossiers. Je suis sûr qu'on en parlera après. Il s'agit notamment du changement climatique, de la sécurité alimentaire, de la gestion des migrations, de la gestion de la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, que des dossiers qui sont cruciaux pour l'avenir du continent. Et surtout, dans les mots de Sa Majesté, lors de cette fameuse séance à Addis Abeba, il y a un point important à relever, qui est celui d'une Afrique qui se prend en main elle-même et qui n'a pas besoin des autres pour pouvoir justement trouver les moyens de son développement, d'où le fameux modèle de coopération sud-sud promu par le Maroc et qui ne prend pas que les dimensions économiques où on a des puissances étrangères qui viennent pour les ressources naturelles et qui donnent de l'argent ou qui peuvent investir dans l'investissement. Non, la coopération sud-sud avec le modèle marocain, elle est multidimensionnelle. Il y a de l'économique, il y a du social, il y a du politique, mais aussi du spirituel, il y a du cultuel aussi à travers le modèle marocain d'islam modéré. Donc, toutes ces choses-là font que le Maroc a beaucoup gagné à travers ce retour dans les instances panafricaines, mais l'Afrique aussi a beaucoup à gagner avec le retour du Maroc. Hafed Boutaleb, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, business is the new diplomacy pour le Maroc? Bien sûr, tout à fait. Et ça se greffe aussi à ce que vient de mentionner Aziz Saïdi. Les hommes d'affaires marocains se déplacent de plus en plus dans ces pays d'Afrique de l'Ouest et aussi d'Afrique anglophone. On se souvient bien sûr de la tournée de Sa Majesté en 2017 en Afrique, qui a été accompagnée par plusieurs centaines d'hommes d'affaires marocains. Donc le business fait partie des relais, bien sûr, de coopération. Il y a plus de 25 milliards de dirhams d'exportation annuelle du Maroc vers les pays africains. Et le Maroc est le second pays africain investisseur en Afrique. Exactement. 60% des flux des IDE du Maroc restent en Afrique. Voilà. C'est même le premier relativement à son PIB. Voilà, par rapport à notre PIB. Très bien. Alors, il y a aussi pour rappeler un peu, pour venir compléter ce qu'a dit Aziz, qui était à peu près exhaustif dans son introduction, il y a aussi donc la profondeur historique, voire identitaire, que le Maroc a avec l'Afrique, qui ressort aujourd'hui. Et on voit ça avec l'Institut de formation des imams, qui est aussi un formidable tremplin diplomatique pour le Maroc, puisque tous ces imams qui viennent se former parce qu'il y a tout ce lien commun malékite, cette histoire malékite, de l'islam malékite que nous avons en commun. Il y a aussi donc la migration avec le pacte de Marrakech qui est venu rappeler, notamment par le discours de Sa Majesté, certaines fausses idées que les migrations sont principalement vers l'Europe, alors que non, c'est principalement intra-africain, que les flux migratoires constituent une réelle menace, alors que pour l'instant, on peut toujours les contenir. Donc tout cela va dans le sens d'un réel renouveau qui continue aujourd'hui en 2019 et bientôt en 2020. Diplomatie marocaine en Afrique, Drissa Issaoui. Il est clair que dès les premières années de son règne, le souverain a mis l'accent sur ce continent. Ce n'est pas nouveau. On reste dans cette continuité finalement. Le Maroc n'a jamais été vraiment détaché de son continent. Mais quel est l'apport justement? Qu'est-ce qui est nouveau dans cette diplomatie marocaine envers son continent? Je présume et je croire très fort au fait que c'est la personnalité du roi Mohamed VI qui a fait la différence. On aurait pu avoir affaire à un chef d'État qui laisse faire les affaires par le gouvernement, par les technocrates. Non, il décide de se déplacer lui-même, de vivre dans la proximité avec les pays africains. On l'a vu dans plusieurs pays, même en Tunisie, en Mauritanie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un message très fort
Pour signifier quoi? Pour signifier que non seulement le Maroc, parce qu'en fait, la profondeur des liens historiques, culturels, elle est là. On ne peut pas le nier. Il y a effectivement un certain nombre de, disons, un écosystème de la diplomatie qui a été développé, mais le fer de lance a été et restera le roi Mohammed VI, qui non seulement fait signer disons, on a dit presque 1000 accords. 1000 accords, absolument. Même plus. Il y avait un appel qui a été lancé à l'époque pour pouvoir assurer une gouvernance de ces accords, parce que ça ne sert à rien de les signer s'il n'y a pas une gouvernance, s'il n'y a pas une vision stratégique. Un ministère délégué aux affaires étrangères a été créé. On a nommé quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec l'Afrique, qui connaît très bien l'Afrique, pour pouvoir justement, même une secrétaire d'État qui elle-même était très impliquée dans cela. Cela pour dire qu'on part d'une vision stratégique, ce que devrait être la priorité de l'Afrique. Et ça a été exprimé de la manière la plus solennelle possible. Il y a tout le travail aujourd'hui, parce que nous avons des champions marocains, que ce soit dans la téléphonie mobile, la banque, l'assurance, etc., qui ont assuré le nécessaire avec des démarches très particulières. Ce ne sont pas des entreprises qui viennent en entreprise conquérante, qui tirent le profit et repartent. Ils s'investissent, ils forment des gens, ils ont un style de management qui est adapté à chaque pays, et ça, on l'a vu à travers les entreprises marocaines. D'ailleurs, qui ne mettent pas, c'est-à-dire ils n'amènent pas de la métropole le savoir-faire et les grands maîtres pour pouvoir gérer leurs affaires. Ils emmènent le minimum nécessaire de management avec les ressources locales, et c'est des entreprises très florissantes. Maintenant, il y a un travail en profondeur qui continue d'être fait. Par exemple, le gazoduc, c'est un travail de très long terme et qui a des retombées extrêmement intelligentes. Pourquoi? Parce que le nouveau tracé, vous allez probablement, on va en parler, mais la manière dont il a été discuté avec le Nigeria, c'est une manière innovante, parce que ça va concerner plusieurs pays africains, au lieu que ce soit seulement 2 pays. Une ouverture sur la Méditerranée qui n'était pas du tout possible pour le Nigeria, sauf à travers ce projet-là. Et il y a tout le travail que fait l'OCP. Avec les petits agriculteurs, avec le développement et la valorisation des produits. Et ça, ce n'est pas une approche, c'est pas l'approche chinoise, c'est pas l'approche israélienne qui viennent justement investir, récolter ce qu'il y a à récolter en plus-value et repartir. Non, on s'implique nous-mêmes. Et le discours d'Abidjan, comme l'a dit Aziz, il faut que l'Afrique compte sur elle-même. Pour pouvoir compter sur elle-même, il y a beaucoup de choses. Il y a un investissement sur les jeunes. Et le roi, je pense qu'il a à maintes reprises parlé de cela, parce que l'Afrique a besoin d'aller sonder ses ressources, d'aller sonder ses forces à l'intérieur de ce qu'elle est. Et le Maroc est là, non pas comme simple investisseur, qui vient et qui regarde le manomètre de la pression sociale. S'il y a pas de stabilité, on retire nos billes. Non, on est là, on investit à long terme, comme si c'était un prolongement naturel du Maroc. Et c'est naturellement que nous passons justement à ce point essentiel que vous avez cité. Il s'agit du rôle de l'OCP, n'est-ce pas, dans le continent et dans cette coopération africaine du Maroc. Je voudrais juste rappeler des chiffres, n'est-ce pas, pour les revenus, par exemple, de l'OCP, enfin du groupe OCP, les revenus africains ont été multipliés par 8 depuis 2013, et près de 25% des ventes de l'office chérifien, dont 20% sont constitués d'engrais, sont réalisés sur le continent africain. Alors, clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, Aziz Saïdi, vous en avez cité pas mal, des secteurs, mais il y a cette problématique de la sécurité alimentaire qui s'est érigée aussi en priorité pour la stratégie ou disons la politique étrangère du Maroc en Afrique. Bien sûr, ça fait partie intégrante de la stratégie africaine du Maroc, mais c'est aussi une priorité qui a été définie par la Banque africaine de développement, par exemple. Il faut nourrir cette Afrique qui va doubler de population d'ici 2035. Donc on est dans le du court terme au moyen terme. Donc c'est demain. Et ces gens-là, il faut les nourrir. Il faut les éduquer. Enfin, il y a beaucoup de prérequis, mais en commençant déjà par la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de très important. Or, dans la lignée de ce qu'on a dit, de l'approche marocaine, qui n'est pas celle des autres puissances qui sont là avec
qui viennent quelque part sur un piédestal. Le Maroc vient en partenaire, gagnant-gagnant. L'OCP est un formidable exemple en ce sens. J'allais rebondir sur l'idée que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi le monarque est un vrai atout pour la diplomatie marocaine. J'ai rencontré il y a 2 semaines l'ancien Premier ministre de l'Éthiopie, M. Haïlé Mariam, qui justement m'a parlé de ça et de l'impression que lui avait laissé le souverain. Ce souverain qui vient avec plein d'hommes d'affaires et qui vient pour faire des affaires, pour pouvoir aider l'Afrique à se développer et multiplier les partenariats. Et parmi les grands projets lancés, c'était justement l'implantation de l'usine de l'OCP en Éthiopie. Et c'est quelque chose de super important parce qu'il ne s'agit pas d'une entreprise comme une autre qui va vendre une marchandise ou qui va... Ici, le travail de l'OCP qui est fait en Afrique, contrairement avec d'autres majors du secteur, il y a un travail spécifique sur les terreaux locaux. C'est-à-dire qu'on analyse chaque terre, Sa vocation agricole est sa très vocation respectée. agricole, quels ingrédients on peut lui, justement quels ingrédients on peut lui donner. Il y a tout un travail technique en amont qui fait que, et d'ailleurs ce travail technique est fait avec les associations professionnelles locales. C'est le cas aussi en Éthiopie, mais aussi en Nigeria par exemple, où l'OCP a signé avec l'association des professionnels locaux d'agriculture pour pouvoir travailler sur un échange technique et sur une analyse des sols nigérians pour identifier les cultures à mettre en place et puis les engrais qui vont avec. Donc c'est un travail qui n'est pas qui n'est pas dans une logique purement mercantile. Bien sûr, on fait des affaires, c'est normal, c'est le propre d'une entreprise. Il faut qu'elle soit bénéficiaire. Mais aussi, il faut avoir tous les autres aspects et surtout, il faut voir la pérennité de ces projets. Et notamment, il y a un élément très important parce qu'il y a l'amont, mais il y a aussi le fait de la transformation agricole. Tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires et qui pour le Maroc, comme le Maroc donne beaucoup à l'Afrique, l'Afrique peut lui donner beaucoup parce on parle de la problématique des terres arables ou des choses comme ça. En étant dans l'amont agricole, on est quelque part stratégiquement bien placé pour faire face aux enjeux et aux défis qui vont venir durant les prochaines décennies. Donc le travail de l'OCP est important, mais ce n'est pas le seul. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de secteurs. Et je rebondirai aussi sur ce que disait Cédric tout à l'heure, par rapport à la pérennité des relations et par rapport au fait qu'il y a d'autres dimensions, même dans le business. Je me souviens de la parole du président de Tijari Wafa Bank, Siktiani, qui disait que, lors d'une présentation de résultats, il disait que justement, les Ivoiriens, en ayant traversé leur guerre civile, les banques européennes ont retiré leur mise. Et qu'il n'y avait que Attijari et quelques autres qui étaient là encore, boutique ouverte, et qui continuaient à soutenir une économie ivoirienne qui était en proie vraiment au doute. Donc imaginez que lorsque la crise était passée, la place qui revient aux banques marocaines. Donc, et il faut dire que les banques marocaines aussi s'inscrivent dans une vision. De toute façon, tous ces secteurs, quand on est dans une vision stratégique harmonisée, ça ne peut que développer beaucoup de synergies. Parce que si les banques n'étaient pas allées en Afrique, les autres secteurs n'y seraient pas. N'aurait pas suivi. On va dire que voilà, elles ont balisé le terrain. Juste pour peut-être rebondir sur l'Afrique et aussi, puisque vous représentez une association maghrébine, ou en tout cas à vocation maghrébine, qu'on parle un peu aussi du Maghreb. Allez-y, Hafid Bentaleb. Rapidement pour rebondir, ça me rappelle aussi le cas de la Royal Air Maroc, quand il y avait eu l'Ebola en Guinée et qui a été le seul transporteur à continuer de desservir la Guinée. Donc c'est ce genre d'engagement qui montre, et par rapport à l'OCP aussi, il y a eu un formidable transfert de savoir-faire qui normalement prend plusieurs années lorsque c'est des compagnies non africaines et qui là s'est fait très rapidement et en coordination avec les chercheurs locaux des pays où l'OCP est implanté. Alors oui, pour le Maghreb, effectivement, je suis ici sous la casquette de l'initiative, donc initiative au pluriel pour la communauté économique du Maghreb. C'est une nouvelle initiative qui regroupe un certain nombre de jeunes, pour l'instant au Maroc, mais issus des pays signataires de l'UEMA et qui sont installés ici, qui font leur vie au Maroc. Et nous estimons que c'est le Maghreb des affaires qui peut être le premier pont
Ensuite, peut-être viendra le Maghreb politique. Et bien sûr, Sa Majesté, le 18 novembre dernier, dans un discours un peu prémonitoire de ce qui s'est passé, avait appelé Ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, voilà, faut le préciser peut-être. Parce qu'effectivement, depuis le 22 février, l'Algérie est traversée par un mouvement contestataire inédit. Et Sa Majesté avait appelé à reconstruire ce Maghreb, à normaliser les choses. Et il est fort à parier que s'il y avait eu une UMA debout, eh bien, ça m'étonnerait qu'on ait connu ces printemps arabes au Maghreb, ça m'étonnerait qu'on ait connu ces soulèvements en Algérie. Et donc finalement, cette intégration régionale immédiate, puisque le Maroc fait partie de l'Union africaine, mais cette intégration régionale immédiate est salutaire, et serait très salutaire pour nous et pour notre économie, et viendrait compléter ces ensembles régionaux qui sont en fait les piliers de l'Union africaine. Il y a le CENSAD, il y a la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a les États d'Afrique australe. Et c'est ces communautés-là qui sont les piliers de l'ensemble continental qui est l'Union africaine. Et l'Afrique du Nord, aujourd'hui, se doit quand même de parachever cette construction-là. Construction aussi, puisqu'on parle de la région, MENA, n'est-ce pas? On va élargir un peu plus Maghreb et Moyen-Orient. Bon, c'est sûr, il est clair que ça ne remonte pas hier plutôt, mais le Maroc entretient des relations, on l'a entendu, pour reprendre les termes de l'encadré, des relations privilégiées avec les pays du Golfe. Donc le Maroc a su, durant toute cette histoire, développer des relations privilégiées, tant au niveau bilatéral, avec un socle de valeurs que tous ces pays partagent avec le Maroc. Ce n'est pas pour rien que le Maroc et la Jordanie ont été désignés et cooptés pour faire partie de ce regroupement régional stratégique. Mais malgré tout cela, quand le roi est parti à Jeddah pour participer à l'une des réunions critiques, il a dit sa façon de penser, c'est-à-dire pour s'éloigner de tout ce qui est discorde à l'intérieur de la nation arabe et de demander aux pays arabes de faire des choses constructives, d'être proactifs par rapport à l'actualité. Et à chaque fois où il a senti que les choses n'allaient pas, il l'a dit, sur beaucoup de sujets. Et ça, je pense que quelque part, les pays du Golfe apprécient cela avec le Maroc et ils considèrent véritablement que pour eux, le Maroc est un prolongement naturel. Et il est même privilégié dans leurs relations avec le Maroc. C'est vrai que les Koweïtiens ont investi en Tunisie, un tout petit peu moins en Algérie, mais surtout au Maroc. Il y a beaucoup d'organismes de coopération qui sont très actifs, qui investissent des choses. Les Émirats, le Koweït, l'Arabie saoudite, ils sont très présents à travers des fonds souverains, à travers des mécanismes de coopération. Et tout cela montre que le Maroc a su préserver des relations de bonne intelligence avec ces pays-là, quelles que soient les contradictions en interne et quels que soient les soubresauts que connaît la région. Vous voudriez peut-être ajouter quelque chose, messieurs, sur ce chapitre des relations avec les pays du Golfe avant de passer à la pause? Juste, si on peut rajouter, je pense que c'était assez exhaustif et assez juste. Ce qu'on peut rajouter, c'est peut-être justement le Maroc est toujours considéré comme un pays sur lequel on peut compter. Voilà. Et qui sait qu'il y a l'ouverture géostratégique qui est nécessaire, mais il y a aussi les relations de fraternité qui sont maintenues. Et même quand il y a des soubresauts où on voit le CCG qui se déchire, le Maroc reste à équidistance et n'est pas là pour... Il est là plutôt pour essayer de jouer le rôle de frère, pour rassembler et non pas pour diviser. Et ça, c'est quelque chose qui... Pour apaiser, c'est quelque chose qui est très important pour ces pays. En plus, il y a des relations de fraternité avec les familles régnantes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et voilà, pour le reste, vous avez tout dit. Nous avons la même religion, nous avons les mêmes aspirations, la même langue. Il y a beaucoup de points en commun. Et forcément si on est un partenaire crédible, historiquement crédible, ça donne beaucoup plus de crédit. Il y a juste un petit point à rajouter, le comité Al-Quds, ne l'oublions pas. Oui. Nous y passons juste après la pause, monsieur Essaoui, et nos chers téléspectateurs. À tout de suite. Merci de rester avec nous. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Médien TV, cette émission spéciale sur la politique étrangère du royaume sous le règne de Sa Majesté le Roi
Mohamed VI, juste avant la pause, il était question de partenariat avec les pays du Golfe. Et donc nous parlons de cette région du Moyen-Orient. On ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas évoquer cette question de la cause palestinienne et du Proche-Orient. Justement, un soutien indéfectible à cette cause palestinienne, messieurs, un peu dans la continuité, encore une fois, comme nous l'avons évoqué pour l'Afrique. C'est la même chose pour la Palestine, aujourd'hui, plus que hier, et comme toujours, le Maroc se tient en soutien, en tout cas, à cette cause palestinienne. Aziz Saïdi. Tout à fait. Juste avant la pause, Cédric disait qu'il ne faut pas oublier que le roi est le président du comité Al-Quds. Absolument. Et que c'est quelque chose d'historique et que le Maroc a toujours défendu la cause palestinienne et surtout le statut particulier d'Al-Quds. Alors, au moment où le président américain Trump a déménagé l'ambassade américaine à Jérusalem au lieu de Tel Aviv, la question est devenue d'une actualité criante. Donc, à l'occasion de la visite papale en mars dernier, justement cet appel d'Al-Quds signé par le souverain pontife et le souverain marocain a résonné comme un vrai cri d'alarme et surtout un appel qui vient à point nommé pour peut-être essayer d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur la spécificité de cette ville qui est 3 fois sacrée au minimum. Donc 3 fois sainte, merci. Mais que justement que le Maroc a un rôle à jouer sur la scène internationale et notamment en défendant les causes qui lui sont chères, dont la cause palestinienne et surtout le statut de la ville sainte d'Al-Quds. Très bien. Alors, comment aujourd'hui, comment on peut le voir? Comment, à travers ces appels qu'a cité Aziz Saïdi, n'est-ce pas, que ce soit pour Trump, pour d'autres appels, où le souverain n'a pas hésité, n'est-ce pas, à montrer sa position par rapport à cette question de la cause palestinienne et plus particulièrement de cette ville 3 fois sainte, pour vous reprendre, d'Al-Quds. Il faut rappeler déjà que le souverain, c'est le commandeur des croyants aussi. Et c'est en sa qualité qu'il a pu, avec le souverain pontife, faire cet appel pour préserver ce lieu saint, qui était le premier lieu saint de l'islam, après la désignation de la Mecque. Et donc, on rappelle aussi, on parlait tout à l'heure des engagements du Maroc au sein des non-alignés, que quand même, cette question palestinienne, 50% des habitants de cet ensemble qui regroupe Israël, le Golan occupé, les territoires palestiniens, 50% sont musulmans. Hein, donc, et 50% sont juifs ou chrétiens. Donc quand même, et on ne peut pas venir faire fi de cette situation et consacrer une idéologie extrême comme celle que promeut le Likoud et Netanyahou. Et bien à l'inverse, l'histoire a prouvé qu'il y a des courants modérés au sein de l'État d'Israël et au contraire, cette idéologie extrême du fait accompli, soutenue malheureusement par l'administration américaine, est minoritaire. Aujourd'hui, en tout cas dans cet ensemble. Aujourd'hui, en plus de cela, on rappelle qu'il y a une profondeur historique du Maroc, qu'il y a un quartier réservé pour les voyageurs marocains datant du XIIIe siècle, que c'est un sultan marocain qui avait fait ce waqf de la dynastie mérinide dès le XIIIe siècle, et que ça a été consacré par les sultans et les rois du Maroc depuis. Donc on a non seulement une profondeur religieuse, mais aussi identitaire liée à ce territoire de l'Quds. Et donc, effectivement, on souhaite, je pense tous autour de cette table, qu'il y ait un retour au réalisme, qu'on cesse de faire véhiculer l'idée de cette idée saugrenue de capitale éternelle d'Israël. Non, c'est la capitale éternelle des 3 religions, l'islam, la religion chrétienne et la religion juive, et que c'est encore plus que cela, un lieu de rencontre entre toute l'humanité, et pas que ces 3 religions-là, que cette ville devrait être la ville de la tolérance pour toute l'humanité. Et cette tendance-là, qui est bien sûr dénoncée lors de l'appel pour le Quds signé en mars dernier à Rabat, cette tendance-là est celle donc soutenue par l'administration américaine et par Netanyahou, est foncièrement intolérante. Alors, puisqu'on parle de tolérance, il y a cet appel d'Al-Quds et cette visite du souverain pontife, cet appel d'Al-Quds qui a été fait à partir du Maroc, sachant que le souverain pontife, n'est-ce pas, a visité d'autres pays, mais il a choisi de faire, bien sûr, comme l'a dit Hafed Boutaleb, cet appel d'Al-Quds avec le commandeur des croyants.
c'est finalement aussi, n'est-ce pas, non seulement un chef d'État, commandeur des croyants, mais aussi un symbole de la tolérance. Oui, je voudrais juste ajouter un point à ce positionnement du Maroc sur la question palestinienne. Oui, bien sûr. La question palestinienne est une cause nationale au Maroc. Elle est parmi les premières causes nationales. Elle est épousée par tout un chacun dans du ce roi pays. et du peuple, finalement. Du roi et du peuple, effectivement. Et que rien ne viendra porter ombrage à cette question-là, quelle que soit la situation. Et je voudrais juste aussi attirer l'attention que la présidence du comité Al-Quds, depuis le roi défunt Hassan II jusqu'à Mohamed VI, est restée, tous les pays musulmans n'ont jamais cherché, même si après le décès de Hassan II, Allah yarhamou, il y a eu des appétits qui se sont aiguisés pour pouvoir rebondir et faire de cette présidence une présidence tournante. Il y a ce qu'on vient de développer est le substrat qui explique que tous les pays musulmans souhaitent garder chez le Maroc cette présidence parce que c'est le Maroc qui a pu justement faire voyager cette affaire-là sans aucune turbulence, sans aucune contingence de quelque ordre que ce soit. Et le Maroc continue de présider ce comité. Il y a le fonds d'aide à la Palestine, c'est le Beit al-Quds, qui est une institution à part entière et qui est financée en grande partie par les taxes parafiscales marocaines. Et je ne sais pas si les autres pays participent, je n'ai pas les chiffres, mais toujours est-il que c'est des choses concrètes. Alors, la Palestine, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les Marocains. Maintenant, pour ce qui est de la tolérance, le Maroc l'a toujours démontré. Nous avons un pays qui a pratiquement, aujourd'hui, on a entamé le XIIIe siècle. Et nous sommes un pays composite, où on est parti des païens, des juifs, des chrétiens, qui ont vécu dans ce pays. Et nous avons les musulmans. Et que, vous savez, il y a des sites historiques comme le site de Chella, qui est en fait un millefeuille, disons, archéologique. Où il y a un condensé d'histoire sur le Chella tout seul. Vous avez les Romains, les machins, etc. Les Phéniciens, vous les retrouvez sur le Chella. Cela montre, c'est-à-dire la tolérance n'est pas quelque chose de surfait. C'est quelque chose de fondamentalement ancré dans la mentalité des Marocains, dans les rois. Effectivement, pourquoi les rois ont toujours protégé les minorités ici. C'est-à-dire, et ça c'est un principe de l'islam, vous pouvez ne pas être musulman à condition de payer la dîme, etc. C'était courant, mais par la suite, ce n'était plus le cas. Les juifs ont toujours été protégés. Les mellahs ont toujours été placés à côté de l'enceinte du palais royal, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des tribus dans le fin fond du sud marocain qui continuent d'être juives et qui vivent, qui ne parlent qu'amazigh et qui sont... Nous avons une Marocaine qui est conservatrice de l'un des plus importants musées juifs au monde. Elle est à Casablanca. C'est une Marocaine. Et elle est musulmane, pratiquante et tout. Cela montre quoi? Cela montre... Le roi Mohamed VI, le roi Mohamed V avait été nommé juste parmi les justes par... Ah oui, par les Juifs, de toutes les manières. Et ça, toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en témoigne. Maintenant... Parlons du jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, la tolérance, en fait, moi j'ai essayé de vous tracer un peu tout l'itinéraire. C'est cela. Et ça, c'est un ancrage dans les habitudes, dans la culture, dans le mindset des Marocains. Nous sommes comme ça. On a été toujours pas du tout conservateurs, on a été ouverts parce qu'on est dans un carrefour géographique et civilisationnel. Et le roi l'a toujours montré. Il y a eu à chaque fois, il y a eu des dérapages anti-tolérance. Ça a été combattu par la société civile, par l'État, par la plus haute autorité de ce pays, et on continue de le faire. L'ouverture sur le pape, la visite était attendue, même si avant, il y avait des gens qui ont parlé à, soi-disant, les minorités non musulmanes au Maroc. C'est pas vrai, c'est faux. Et les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent, à condition de ne pas provoquer, disons, porter atteinte à l'ordre public, faites ce que vous voulez chez vous. Ça, c'est l'ancien ministre de la Justice qui l'a dit, c'est la loi marocaine qui le dit. Et donc, on vit en bonne intelligence avec tout le monde. Et au niveau international, nous mettons en œuvre ce principe-là.
Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas d'autres pays. Et il y a le renouvellement des instances israélites au Maroc, les premières élections depuis 1969. 69, absolument. Pour renouveler ces instances des Marocains de confession juive. Juste comme ça, on passe à d'autres... Oui, vas-y, Saïd, allez-y. Juste un petit mot par rapport à la tolérance, parce que c'est clair que c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de géographique, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a aussi de l'actualité et le terrorisme religieux qui a été dénoncé par Sa Majesté dans son discours. Et justement, le vrai barrage à ce terrorisme religieux, c'est le modèle d'islam modéré prôné par le Maroc, et d'où l'utilité de la formation de ces imams dans une région du Sahel, pour ne parler que de ça, qui est bouillante et où il y a beaucoup de terrorisme religieux. Et si on n'a pas un modèle, s'il n'y a pas une alternative avec un modèle d'islam modéré, les gens basculent vers l'extrémisme, et c'est quelque chose qui est dangereux. Absolument. Ouverture. Parlons d'ouverture et ouvrant justement la discussion sur ces nouvelles ouvertures. Enfin, pas si nouvelles que cela, mais en tout cas, un réajustement des partenariats vers de nouveaux partenaires. Je ne vais pas parler des partenaires historiques, qui est l'Union européenne. Je vais commencer peut-être par ces nouveaux partenaires économiques. Je parle bien évidemment de la Chine et de la Russie. L'Inde également, en tout cas les pays émergents, communément appelés les BRICS. Hafid Boutaleb, est-ce qu'aujourd'hui, puisque je reviens à cette business is the new diplomacy, le business c'est la nouvelle diplomatie, comment aujourd'hui le Maroc trace-t-il ce partenariat avec le géant chinois? Alors justement, vous avez parlé de pays émergents, c'est plus un pays émergent. La Chine maintenant se positionne réellement comme une nation développée, c'est la deuxième et bientôt la première puissance économique mondiale. Et on ne peut pas parler de partenariat avec la Chine, de ce nouveau départ, puisqu'on entretient de très bonnes relations diplomatiques depuis 1955. C'est un des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance du Maroc. Mais il y a un nouveau départ, bien sûr, depuis 2016. Et on ne peut pas parler de ce nouveau départ sans mentionner la route de la soie. Alors, la route de la soie, on parlait tout à l'heure du XIIIe siècle, on va revenir à l'époque des voyageurs. Et nous avons au Maroc un grand voyageur, Ibn Battuta, qui était allé en Chine à ce moment-là. Absolument. Et qui avait emprunté la route de la soie. Eh bien, cette route de la soie revient maintenant au Maroc. Elle a pour objectif de créer dans plusieurs pays des zones industrielles pour pouvoir relayer l'industrie chinoise qui est colossale et pouvoir trouver de nouveaux débouchés à l'économie chinoise. Mais il faut, bien sûr, donc ça démarre en Chine, ça va jusqu'en Europe, mais il faut que cette route de la soie puisse revenir en Chine. Et un des pivots fondamentaux pour qu'elle puisse, cette route de la soie, pour que ce soit un circuit fermé, eh bien, ça passe par Tanger Med, qui aujourd'hui, au mois de juillet, a été reconnu comme étant le premier port en Méditerranée. Et ça passe aussi, et en Afrique également. Et ça passe aussi par cette ville adossée à Tanger Med, qui est la ville Mohamed VI Tanger Tech, et qui créera plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et c'est maintenant, on parlait du business, on est loin de tout débat idéologique ou politique, on est vraiment dans le business, dans le concret, grâce à donc, la vision stratégique du Maroc qui épouse totalement, pour cette question-là, la vision stratégique de la Chine, de cette nouvelle grande nation. C'est intéressant que vous parliez d'ailleurs de cette route de la soie. Un des ports centraux et là où vraiment, justement, c'est un point pivot qui existe aujourd'hui, eh bien la direction de ce port qui est hautement stratégique, qui est dans même il est sur la frontière, n'est-ce pas, entre la Russie et la Chine, et le Tadjikistan est un Marocain. D'accord. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en tout cas, le Maroc est déjà là-bas, sur les prémices même de ce renouveau de la route de la soie. Il y a aussi, puisqu'on parle actualité, en 2020, le Maroc va accueillir la 6e édition du Forum de coopération arabo-russe. Quelle symbolique, selon vous, pour le choix du Maroc pour un tel forum aussi important arabo-russe, Aziz Saïdi? Vu le contexte actuel du monde arabe, on a l'impression que le Maroc demeure un havre justement de stabilité. Et la stabilité est importante pour tout développement, que ce soit économique ou culturel ou politique. Et dans la logique même, dans la continuité de ce qu'on a dit, de ce qu'a dit mon ami Hafid par rapport à la Chine, il ne faut pas oublier que le Maroc aussi a son intérêt, parce que le Maroc se place en tant que hub vers l'Afrique. Et l'Europe aussi. Et justement,
si on veut assumer cette place de hub, il faut faire le transbordement entre ces espaces. Absolument. Le Maroc, géographiquement, est bien nanti de ce point de vue-là. Donc, c'est très facile, enfin, c'est déjà fait, le travail est très balisé avec l'Europe, mais il faut le faire aussi avec les autres puissances de ce monde. Les Chinois auront beaucoup plus de facilité parce qu'il a promis des 1000 milliards de dollars, Xi Jinping, le président Xi Jinping, d'investissement rien qu'en Afrique dans le cadre de la route de la soie. Donc on imagine que c'est vraiment colossal. Et le fait que le Maroc arrive à se placer justement en tant que hub et en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, c'est quelque chose d'important. Alors dans la même lignée, de toute façon, dans la même lignée, c'est ce qui va se passer aussi avec la Russie, avec l'Inde aussi, qui est une puissance émergente qui vient aussi, même si elle a des défis sociologiques, mais elle a aussi une force de frappe économique très importante. Et en fait, il trouve donc dans le Maroc un interlocuteur qui allie en même temps l'ouverture géostratégique, mais aussi la réelle politique. On n'est pas là, on va pas rappeler la conférence de Bandung, on est historiquement non aligné, donc forcément, l'ouverture fait partie de notre ADN, elle est intrinsèque à nos caractéristiques. Et si on y ajoute aussi cette volonté de faire de l'économique un vecteur qui sert le reste, eh bien tout s'aligne finalement. Donc, pour moi, ce qui est important, et d'ailleurs là encore on va parler de l'atout diplomatique, quand il y a une tournée royale ou quand il y a une visite royale, eh bien il y a une impulsion. Et on l'a vu après 2016, après les 2 visites à Moscou et en Chine, donc ça fait que il y a un travail qui est fait. Et avec Moscou, il y a donc un accord de libre-échange qui est en cours d'élaboration et qui poussera justement cette relation. Moi, j'ai envie de dire que le Maroc, de toute façon, il a des lignes directrices sur lesquelles il ne peut pas bouger. C'est la cause nationale de l'intégrité territoriale. À l'international, c'est la cause palestinienne. C'est la défense de l'islam modéré. C'est la défense de la paix. C'est la défense de l'ouverture. En dehors de cela, on peut travailler avec tout le monde, pourvu que ces interlocuteurs respectent ces choix stratégiques, ces fondamentaux marocains. Et ça, c'est important de le montrer à l'international. Et c'est ce qui permet au Maroc d'avoir cette place unique dans le concert des nations et qui peut justement porter la voix des Africains. On l'a vu avec sur la COP22 où il y a eu un événement sur l'African Summit justement pour les Africains. L'Afrique, par exemple, sur la question du changement climatique, c'est elle qui va payer la plus grosse part de la facture. Or, en ayant le Maroc qui organise en ces terres la COP22 et qui relaie les doléances africaines, c'est une chance pour l'Afrique, mais c'est aussi une chance pour le Maroc. La même chose pour la cause palestinienne et pour le statut de la ville de la côte. De la migration. De la migration, pour la migration. Donc, qu'est-ce que ça fait de faire... Alors, juste... le fait d'organiser de tels événements, il y a eu le pacte de la migration, il y a eu le GES, n'est-ce pas, ce grand rassemblement pour l'entrepreneuriat, c'est un événement international organisé par les États-Unis à Marrakech, bien évidemment la COP22. Qu'est-ce que ça ajoute à la touche diplomatique marocaine, selon vous, Aziz, Driss Aissaoui? En fait, quand on est d'abord, Marrakech a une vocation de terre d'accueil pour ce genre d'incentive de réunions internationales. Ce n'est pas seulement Marrakech, ce n'est pas seulement le soleil, mais c'est surtout la capacité de ce pays, à travers sa diplomatie, à pouvoir accueillir des questions où il y a nécessité d'avoir un consensus à l'international. Le pacte sur la migration n'était pas du tout quelque chose qui était acquise dès le départ. Les Nations Unies ont voulu faire signer ce pacte à Marrakech. La France s'est dressée contre cela, surtout avec la montée des intégrismes nationaux et nationalistes, le recroquevillement des pays d'Europe. Les États-Unis ont été contre, etc. Mais il a fallu aller vers ça. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que le Maroc a poussé, a courbé le bâton pour les besoins de la cause africaine en démontrant que la question migratoire n'était pas une problématique entre l'Afrique et le Nord. Les Africains immigrent entre eux. Très bien. La facture énergie, pour le climat, on la paie alors que nous, on n'est pas pollueurs. On n'est pas industrialisé déjà. Et c'est l'un des objectifs de l'Afrique pour l'avenir et que le Maroc défend lourdement. Parce que
Ça nous fait une transition pour parler du partenaire historique qui est l'Union européenne. Alors aujourd'hui, il y a cette question de la migration qui est plus que jamais prioritaire dans cette relation entre le Maroc et l'UE. Et le Maroc n'hésite pas, n'est-ce pas, à s'affirmer par rapport à cette question de la migration. Mais qu'est-ce qui a changé aussi avec ce partenaire européen? C'est-à-dire, sur le partenariat avec l'Europe, il y a une évolution historique très intéressante aussi. On est parti de l'aide technique, disons, il y a beaucoup d'étapes. On arrive aujourd'hui, on a un statut de partenaire, d'association pratiquement avec l'Europe, quoique le Maroc avait même introduit cette demande d'adhésion qui n'était pas du tout surréaliste de la part de Hassan II. Effectivement, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est, disons, l'arrière-pays de l'Europe. C'est l'arrière-pays à tous les niveaux, au niveau stratégique, au niveau de l'investissement, au niveau du climat. Le climat, vous savez, l'avancée du désert et de la désertification, parce que le sable des oasis marocaines, il se retrouve à Caen, il se retrouve dans des villes. Oui, ça c'est une réalité. Le fameux sirocco qu'on retrouve en Italie et en France, c'est en fait Charqui, c'est le sable. Imaginez que le Maroc ne fasse rien, que les oasis dépérissent, que le Maroc ne fasse rien au niveau du changement climatique, que serait l'Europe? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que l'Europe a compris, et c'est ce qui a facilité beaucoup les négociations sur l'accord d'association, sur l'accord agricole, sur la pêche, et aujourd'hui, c'est ce partenariat stratégique qui met le Maroc sur une position stratégique pour toutes les transformations que le bassin méditerranéen doit connaître. Bassin méditerranéen qui est, disons, le berceau de la civilisation humaine, qui a été toujours marqué par les flux, les reflux, les guerres, les paix. Mais aujourd'hui, c'est un cimetière pour l'immigration clandestine. Et le Maroc fait en sorte pour que ces choses-là, pour ces causes soient entendues, pour que les parlements européens puissent l'entendre, pour que les eurocrates de Bruxelles puissent justement entendre cette cause-là. 3 minutes qui restent pour cette émission. Alors, par rapport à l'Union européenne, c'est sidérant quand même de voir que pendant des décennies, l'idéologie a primé sur la réalité au sein même des instances européennes. Moi, ça me sidère qu'au sein du Parlement européen, on est beaucoup plus focusé sur la question du Sahara plutôt que sur ces questions d'immigration qui ont failli éclater l'Europe en 2016 avec le Brexit et qui aujourd'hui pèsent encore. Et qu'au sein des instances européennes, il n'y ait pas eu de dirigeants qui aient pu comprendre, ou très peu, qui aient pu comprendre que ce n'est pas la logique du choc des civilisations ou du choc des religions qui prime, mais c'est bien la logique du bon voisinage qui devrait primer. La façon dont l'Europe a géré le dossier des États, des démocraties populaires des pays de l'Est dans les années 90 n'a rien à voir avec la manière dont elle a géré le Maghreb. Elle a été beaucoup plus présente à l'Est qu'au Maghreb, et ça c'est parce qu'il y avait une posture idéologique, c'est parce qu'on considérait que les pays de l'Est étaient plus européens et que les pays du Maghreb étaient complètement étrangers, totalement loin. Et ça, c'est malheureux. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a un changement de position au sein de l'Union européenne. Il y a de nouvelles instances qui montent, il y a des écologistes qui arrivent et qui ont une vision beaucoup plus modérée. Et j'espère aujourd'hui, parce qu'il y a un renouvellement des instances européennes, qu'avec un pays comme le Maroc, mais aussi avec les pays du Maghreb, parce qu'on parlait du Maghreb, ils puissent pousser d'abord à une construction maghrébine pour faire face à ces problèmes communs qui sont le stress hydrique et le réchauffement, et puis surtout qu'ils dépassent ce point de vue idéologique pour aller vers la réelle politique. On va clôturer ce tour, n'est-ce pas, international de la diplomatie marocaine par les Américains, Aziz Saïdi. D'abord les États-Unis, et puis aussi ce nouveau pas vers, ou en tout cas de l'Amérique latine vers le Maroc et vice-versa. Très bien, si vous le permettez, vraiment 2 secondes sur la migration. Il faut juste rappeler que l'Observatoire africain de la migration est installé au Maroc, à Rabat, et que c'est quelque chose d'important, et qu'au-delà des grandes messes qu'on organise, on sait aussi accueillir des institutions. Alors pour les États-Unis, très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est une relation à géométrie variable. Il faut savoir qui est dans l'administration américaine. Les relations ne sont pas les mêmes du temps de l'administration Obama qu'avec l'administration Trump, mais
faut rappeler que le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis et que c'est des relations historiques et que même si les intérêts peuvent diverger sur certaines questions, sur l'essentiel, elles restent solides et très fortes, et notamment en termes de sécurité, en termes de lutte contre le terrorisme. Ce sont des enjeux qui sont très importants pour les États-Unis et sur lesquels le Maroc joue un rôle central, notamment en participant aux manœuvres et notamment aussi avec une aide logistique très très importante, avec mise à disposition à Knetra d'un site. Et ce sont des choses qui sont stratégiques pour les États-Unis. Donc pour eux, de ce point de vue-là, le Maroc est un partenaire incontournable. Pour le reste, c'est vrai que le monde entier est en train de voir ce que fait Trump et on est tous en train de se demander comment se placer par rapport à ces invectives. Mais l'inflexion stratégique la plus marquante de ces dernières semaines, c'est quand même l'Amérique latine, où il y a eu, lors de cette dernière tournée de M. Borreta, qui justement a été sanctionné par un retrait important en nombre de pays qui retirent leur reconnaissance de la pseudo-race. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est encore une fois, comme le disait tout à l'heure Sidris, en fait les relations, il faut jeter des ponts, il faut travailler, il faut essayer de voir loin et heureusement, nous avons la vision royale pour ce faire et espérons la mettre à profit pour le bien du Maroc, mais aussi pour le bien de l'humanité et que le Maroc y joue son rôle pleinement. Pleinement, c'est ainsi. Juste un petit mot pour toutes ces avancées stratégiques. Il faut assurer le service après-vente. Voilà. C'est-à-dire que, on l'a dit, le suivi au plus près par les institutionnels, par le secteur privé, par les relations culturelles. Ces retraits de reconnaissance ont été faits sur la base d'une visite officielle, une bonne explication face-to-face avec les responsables, avec des arguments massus. Et ce travail étant fait, il faut que la diplomatie, on va dire officielle, puisse faire le travail, que la société civile, que la diplomatie parallèle puisse continuer. Donc il faut assurer le service après-vente. On vous apporte un engin. Pour le faire fonctionner, il faut huiler les mécanismes et le faire travailler tous les jours. Sidris Aissaoui, Hafid Boutaleb et Aziz Saïdi, merci beaucoup d'avoir apporté vos éclairages, n'est-ce pas, dans cette émission que nous avons consacrée aux 20 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Donc à l'occasion de la fête du trône, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.